Le 31 juillet, juste avant le début d'un défilé naval, le président Vladimir Poutine a approuvé la nouvelle doctrine maritime de la Russie, remplaçant celle qui était en place depuis 2001 et modifiée en 2015. Le nouveau document déclare catégoriquement que la domination de l'Amérique sur les océans du monde est la principale menace pour la partie continentale de la Russie et décrit plus clairement les intérêts économiques et stratégiques de la Russie en ce qui concerne les mers. Mais avant cela, nous remercions notre plus ancien partenaire, c'est bien évidemment Conflict of Nations, devons-nous encore le présenter. C'est un jeu de stratégie gratuit en temps réel où vous affrontez des joueurs et partez à la conquête de la planète. Choisissez votre pays et forgez des alliances pour vous défendre des invasions, mais aussi pour asseoir votre domination sur vos voisins. Conflict of Nations, c'est 128 joueurs qui pendant plusieurs semaines articulent leurs unités terrestres, navales et aériennes pour dominer le monde. Aurez-vous la capacité de diriger votre pays jusqu'à la victoire totale? Votre stratégie sera-t-elle gagnante? Pour le savoir, téléchargez gratuitement Conflict of Nations sur votre téléphone, tablette ou votre PC et imposez-vous, comme le plus grand stratège. Le moment est loin d'être une coïncidence. Les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont eu des effets négatifs sur les chaînes de valeur et ont entravé le commerce russe avec les partenaires occidentaux traditionnels. Le chiffre d'affaires du fret dans les ports maritimes russes devrait chuter de 50%, freinant l'exportation de charbon, de céréales, de produits pétroliers, d'engrais et de gaz naturel liquéfié dans un pays dont le budget dépend fortement des exportations. La guerre, et en particulier la destruction de son troisième plus grand navire de guerre en avril, a convaincu la Russie qu'elle devait mettre hors service ses anciens navires au profit de navires modernisés. La présence accrue de forces hostiles inquiéterait n'importe quel pays, bien sûr, mais la Russie est particulièrement sensible à ce genre de questions navales. En fait, il est utile de considérer la Russie comme un pays enclavé, malgré sa longue frontière maritime et sa proximité avec les mers. La Russie n'a pas d'accès direct aux océans ouverts, c'est pourquoi elle est si active en mer Noire. Elle a perdu une grande partie de son infrastructure portuaire et donc une grande partie de son accès aux routes commerciales lorsqu'elle a perdu ses États satellites soviétiques. En termes simples, la Russie a besoin d'une stratégie navale forte pour compenser ce qui lui manque en matière d'accès maritime, qu'elle considère à juste titre comme une vulnérabilité stratégique. Pour la Russie, pouvoir déverrouiller l'océan est un moyen de prévenir l'étranglement de son économie et l'isolement latent qui apparaît comme inévitable. Curieusement, les voisins de la Russie présents dans les mers Baltiques, Noires et Caspiennes, ainsi que ceux orientés vers les océans Arctiques et Pacifiques, ne voient pas la nouvelle doctrine navale russe comme une nouvelle menace. Ils comprennent mieux que quiconque que les capacités de la Russie en mer sont limitées, souvent pour des raisons internes. Les grands objectifs de la Russie. La nouvelle stratégie a deux objectifs principaux. Le premier est de définir clairement les zones d'intérêt de la Russie. Les mers vitales sont celles qui influencent directement le développement étatique et socio-économique de la Russie, ainsi que sa zone économique exclusive et son plateau continental. Ce sont précisément ces zones qui mettent la Russie en collision avec d'autres puissances. Les plus grands ports de Russie sont situés dans les mers Noires et Baltiques, qui abritent également les pipelines Turkstream et Nord Stream. En substance, la Russie a déclaré que la présence d'autres pays dans ces zones est une menace à laquelle la flotte russe sera prête à répondre. Le deuxième objectif est de définir les priorités de la Russie. Alors que la doctrine précédente pouvait être considérée comme axée sur l'Atlantique, la nouvelle met davantage l'accent sur les océans Arctiques et Pacifiques. Cela montre que Moscou tente de transformer la Russie en trait d'union entre les deux océans, évitant ainsi l'isolement et avec optimisme renforçant son rôle de puissance maritime. La mer Arctique est particulièrement importante pour la Russie en raison de la route maritime du Nord, que Moscou considère comme une opportunité pour assurer sa compétitivité sur le marché mondial. La doctrine appelle la Russie à intensifier ses activités maritimes dans les archipels aux alentours, en augmentant son potentiel de combat et en développant de systèmes de base pour la flotte du Nord et la flotte du Pacifique. Il comprend également le développement d'un complexe de construction navale et la construction de porte-avions en Extrême-Orient, ainsi qu'une usine de gaz naturel liquéfié et prévoit un développement plus actif des ressources naturelles du plateau continental, y compris une augmentation du niveau de connaissances géologiques de la mer du Japon, de la mer d'Okhotsk et de la mer de Bering. Pour que tout cela soit possible, la Russie devra construire plus de navires militaires et commerciaux et être en mesure de les envoyer là où elle doit les envoyer. La création de grands centres modernes de transport maritime et de logistique sur les bases de ports maritimes nationaux, selon les plans du Kremlin, assurera le traitement de toutes les importations et exportations maritimes et créera les conditions pour concurrencer les complexes portuaires d'autres États. La doctrine insiste également sur la nécessité de créer des réseaux logistiques susceptibles de faciliter la transition des navires d'un théâtre à l'autre et renforce les infrastructures existantes en Crimée et sur la côte de Krasnodar. Les contraintes des plans du Kremlin. Bien sûr, il est beaucoup plus facile d'élaborer un plan stratégique que de le mettre en œuvre.
L'admission tacite de la nouvelle doctrine est que la marine russe est en mauvais état. Ce qui a été une flotte puissante dans les années 1970 a été relégué dans des ligues inférieures. Moscou n'a pas été en mesure de retrouver son potentiel dans des domaines comme le transport, la pêche et la recherche, malgré des efforts de modernisation de ses navires. Cela signifie que pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie, la Russie devra regagner beaucoup de terrain, ce qui prendra des années, beaucoup d'argent et beaucoup de technologies nouvelles et indépendantes qu'elle va devoir développer. Premièrement, la Russie a besoin d'une flotte militaire et civile. La majorité de ses navires de surface, bien que puissants, sont obsolètes et beaucoup doivent être déclassés. La flotte civile n'est pas plus impressionnante. La flotte de recherche soviétique se composait de plus de 200 navires, y compris des navires d'eau douce. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 80. La flotte marchande ne compte qu'environ 1400 navires, y compris ceux naviguant sous pavillon russe et ceux des compagnies maritimes russes enregistrés sous pavillon étranger, avec un tonnage total de 22,3 millions de tonnes, dont 65,7% est exploité sous pavillon étranger. L'âge moyen des navires se situe entre 13 et 20 ans. Sans surprise, la flotte russe a une part extrêmement faible du transport mondial de marchandises, à environ 0,1%. Deuxièmement, la Russie a besoin de technologies indépendantes pour construire sa flotte. Actuellement, construction navale russe dépend fortement des importations. Les composants étrangers représentent entre 40 et 85% de l'ensemble du secteur civil. Enfin, après l'effondrement de l'Union soviétique, des options de base inadéquates et un mauvais entretien ont infligé de lourdes pertes à la marine russe. Cela reflète deux problèmes, un manque de financement et une planification insuffisante pour la restructuration et la réduction de la force. Les fonds limités et les chantiers navals obsolètes rendent difficile la réparation de grands navires soviétiques et la construction de nouveaux. Le scénario le plus optimiste de la stratégie de développement de la construction navale, qui court jusqu'en 2035, prévoit la construction de 250 navires de transport maritime et plus de 1500 navires de transport fluvio-maritime. Cependant, en raison de leur situation financière difficile, les constructeurs navals ne peuvent atteindre qu'une fraction de leurs objectifs. Ces difficultés érodent progressivement la part de la Russie dans le transport maritime mondial. En fin de compte, l'une des principales menaces pour les activités maritimes de la Russie est le manque de bases étrangères suffisantes pour soutenir les opérations dans les zones éloignées et reculées. La Russie aura besoin de temps, d'argent et de technologie pour étendre sa présence navale. La nouvelle concurrence. La Russie est au milieu d'un ambitieux plan de 15 ans visant à accroître la quantité d'infrastructures de personnel et d'activités économiques dans l'Arctique. Ce plan comprend l'extraction de ressources minérales et l'expansion de la production de pétrole et de gaz dans la région, ainsi que le développement d'un couloir de transit robuste le long de la frontière arctique de la Russie. En plus des défis économiques, la Russie fait face à une OTAN plus active dans l'Arctique. Moscou a déjà passé la dernière décennie à renforcer ses forces de sécurité dans la zone, alors que le réchauffement climatique ouvre des voies de transit autrefois gelées dans la région. Mais alors que les combats se déroulent loin de la frontière nord de la Russie, la guerre en Ukraine renforce également l'importance stratégique de l'Arctique pour la défense nationale de la Russie. Car Moscou considère de plus en plus l'activité de l'OTAN comme une menace stratégique pour les intérêts fondamentaux de la Russie. Une perception qui a été renforcée dans ces dernières années par une série d'accords entre les membres et non-membres de l'OTAN dans le nord de l'Europe, en particulier la Norvège, la Finlande, la Suède et le Danemark. Indépendamment de la position future de la Finlande et de la Suède dans l'alliance de sécurité occidentale, l'invasion de l'Ukraine a réveillé l'OTAN face à la menace russe. L'Arctique est la route la plus courte entre la Russie et l'Amérique du Nord, ce qui en fait un point central de la concurrence stratégique. À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, 7 des 8 membres du Conseil de l'Arctique, tous à l'exception de la Russie, ont suspendu leur participation aux activités du Conseil, car la Russie préside actuellement le Conseil de l'Arctique. Cela donne l'occasion à la Chine d'appeler à une nouvelle structure de gouvernance. Pékin y voit le moment d'internationaliser davantage la gouvernance de l'Arctique, donnant à la Chine une plus grande voix au chapitre et adoucissant l'emprise des 8 nations géographiquement proches. Établi en 1996 par les 8 nations dont le territoire est situé au nord du cercle polaire, le Conseil de l'Arctique est une création de l'après-guerre froide, construite autour de l'idée d'une participation active et égale de toutes les nations de la zone, notamment la Russie, qui représente près d'un tiers des terres de l'Arctique et était à l'époque en train de passer de l'isolement de l'ère soviétique à une nouvelle inclusion dans le système international. L'une des plus grandes préoccupations de Pékin concernant la structure du Conseil de l'Arctique est qu'elle verrouille la gestion de la région entre les mains des 8 nations ayant des revendications territoriales, limitant les rôles de tous les autres. En 2018, la Chine s'est déclarée une nation proche de l'Arctique.
à la fois la joie et l'inquiétude des pays membres. Mais du point de vue de Pékin, cette phrase est une affirmation du droit de la Chine à jouer un plus grand rôle dans la gouvernance du Conseil. Bien que la Chine ait accepté de respecter les règles et normes actuelles dans le cadre de son statut d'observateur au Conseil de l'Arctique, Pékin souhaite jouer un rôle plus important dans l'élaboration de la future gouvernance et du développement de la région. Internationaliser la gouvernance de l'Arctique, un défi supplémentaire pour la Russie qui ne peut décidément faire confiance à aucune nation. Et la sacro-sainte alliance sino-russe dont on nous reparle régulièrement est au moins aussi réelle que la sacro-sainte alliance franco-allemande. C'est dire. Pour conclure, la marine russe est toujours forte au niveau régional, et la Russie continue de dépenser pour des projets d'infrastructure. Par exemple, elle a engagé près de 1800 milliards de roubles, soit 30 milliards de dollars, pour le développement de la route maritime du Nord jusqu'en 2035. Néanmoins, la Russie a besoin de plus grandes capacités maritimes pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Elle a donc besoin d'un meilleur ancrage et d'une meilleure logistique, d'infrastructures portuaires et d'investissements importants dans les flottes militaires et marchandes. La nouvelle doctrine est destinée à le faire sur le long terme et non à être une solution temporaire aux sanctions. Le plus gros problème est le financement. On ne sait pas où la Russie trouvera l'argent, cela obligera Moscou à faire preuve de créativité comme elle sait si bien le faire. Par exemple, la doctrine mentionne que la Russie pourrait préparer des navires et des équipages civils à se convertir à des fins militaires, en temps de guerre par exemple. La Russie doit être une grande puissance maritime pour atteindre d'autres objectifs importants, comme assurer la sécurité de l'exploitation de ses pipelines offshore et la sécurité environnementale, ainsi que le développement de la route maritime du Nord. Cela prendra des décennies de gestion efficace et des milliards de roubles de dépenses. À court terme, ce n'est pas une menace pour les autres puissances régionales, mais cela pourrait l'être à long terme. À noter que la Russie ne sera pas seule à exploiter l'Arctique, ses voisins norvégiens, canadiens, américains et en moindre mesure chinois seront eux aussi présents pour disputer la part du lion. Merci à notre partenaire de toujours, Conflict of Nations. Vous aussi affrontez des joueurs dans ce jeu de stratégie multijoueur gratuit. En cliquant sur le lien dans la description, vous obtenez 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. L'offre est disponible uniquement pendant 30 jours. Ne tardez pas et partez à la conquête du monde. Et un grand merci aux abonnés premium qui soutiennent la chaîne. Vous aussi, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou tout simplement en mettant un j'aime sous la vidéo pour aider à la faire découvrir au plus grand nombre, ou encore en achetant la nouvelle revue de Terabellum avec le numéro 2 qui sortira incessamment sous peu. Merci et à la prochaine.